Bonjour, je m'appelle Joël Faneuf, je suis directeur aux événements et aux services clients au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Dites-nous ce que l'on peut retrouver comme activité au Zoo de Saint-Félicien, tant l'été que pour l'hiver. C'est sûr que l'activité de prédilection, c'est vraiment le train boréal qu'on offre sur le site. C'est ce qui fait la renommée du zoo. Mais au-delà de ça, on a beaucoup de rencontres animées et des collations animées avec les animaux. Donc, autant l'hiver que l'été, les gens ils sont amenés à rencontrer un guide naturaliste qui va vraiment expliquer comme tout ce qui est l'aspect éducatif auprès des animaux. Puis aussi, on va voir nourrir les animaux. Donc, les gens vont pouvoir regarder un gardien animalier nourrir nos espèces. Aussi, on a beaucoup d'activités pour le client. Donc, exemple, l'envers du décor, où on peut venir rencontrer une technicienne animalière, on peut aller rencontrer la vétérinaire, on peut aller à la maison de l'alimentation. Puis tout ce qui est envers du décor exclusif, c'est qu'on peut assister à un enrichissement biomédical avec des ours blancs. Donc, on va rencontrer une gardienne qui s'occupe vraiment de l'enrichissement dans les quartiers secondaires des ours blancs. On a aussi beaucoup d'autres activités comme des balades en minibus VIP sur le site. On a aussi des ateliers éducatifs. Donc, on est vraiment quand même varié. L'activité d'Halloween, l'activité de Noël. Donc, on va thématiser nos collations, thématiser nos activités éducatives. Ensuite de ça, on a plusieurs autres événements qu'on offre durant l'année. Quel genre d'animaux peut-on voir ici? Ici, c'est des animaux de la Boréalie. Donc, la Boréalie, c'est vraiment les régions froides du globe. Boréalie, c'est au-dessus comme du 49e parallèle, je crois bien. Mais c'est vraiment dans le nordique de la planète. Mais aussi, tout ce qui est région froide, donc on passe au plateau éthiopien. Nous, nos Gélada, ils viennent de l'Éthiopie, qui est un pays chaud, mais ils vivent dans les montagnes, vraiment au nord de l'Éthiopie. Fait que c'est considéré comme les régions froides du globe. Ou exemple, le tigre de l'amour, lui, c'est autour du fleuve de l'amour, qui est au nord de la Mongolie, si je crois bien. Donc, c'est vraiment l'aspect nordique que nous, on met de l'avant ici. Vu que le climat durant l'hiver, il faut avoir des animaux qui s'adaptent à ce type de climat-là. D'où proviennent vos animaux? Bien, ça, c'est un peu la même question. C'est que dans le fond, il vient vraiment de la région froide du globe, mais on en a en Mongolie, on en a tout ce qui est le nord du Canada, en Éthiopie. C'est sûr que nous, l'aspect canadien, c'est vraiment un gros wow qu'on a ici. Donc, autant les petits animaux que les gros animaux. Puis, on en a aussi du Japon, donc les macaques japonais. Mais comme je te dis, c'est vraiment le nord du globe. Les animaux, ils peuvent s'échanger entre zoos. Quand je dis échanger, c'est pas qu'on les prend comme des objets, c'est plus en mode qu'ils n'ont pas de valeur monétaire. Donc là, nous, selon nos accréditations puis tous les programmes de conservation, on va pouvoir s'échanger. Donc, par exemple, là, on vient d'envoyer un de nos ours blancs à Calgary, parce qu'à Calgary, un de leurs ours est décédé. Puis, on en a envoyé un pour que l'ours ne soit pas tout seul. Donc, qu'ils soient deux ensemble. Mais ça va toujours être dans le respect du bien-être animal où on doit avoir un nombre restreint selon la grandeur de l'habitat. Donc, nous, on va vraiment faire des collaborations entre zoos. Par exemple, le zoo de Granby, c'est un partenaire précieux. Donc, nous, on va faire affaire avec eux. Ou sinon, le parc Omega, exemple, qu'il voudrait avoir des loups gris. Bien, nous, on a des loups gris, puis on peut comme s'en échanger pour s'entraider. Mais c'est toujours dans la préservation des animaux qu'on fait ça. Résumez-nous brièvement l'historique du zoo. Ah, c'est un gros historique. Donc, nous, le zoo, ça fait 65 ans que ça existe. En 1960, le fondateur Justin Gagnon, accompagné de d'autres cofondateurs, ont créé le jardin zoologique de Saint-Félicien, qui était vraiment une innovation à ce moment-ci parce que personne n'y croyait aussi loin au Québec qu'on ait un jardin zoologique. En 72, c'est la création des parcs des sentiers de la nature, donc qui fait encore, en date d'aujourd'hui, la renommée du zoo.
Ensuite de ça, vers 94, on commence à aller vers le créneau boréal. Donc, tout ce qui est animaux exotiques, on commence à faire l'abandon des animaux. Quand je dis abandon, c'est qu'on les transfère dans d'autres instituts zoologiques. Et ça va se poursuivre pendant plusieurs années pour qu'en 97, on devienne le centre de conservation de la biodiversité boréale, un très long nom. Et en 2001, on va commencer à créer le Boréalium, qui est le pavillon d'accueil, où ce qu'on devient vraiment le zoo sauvage de Saint-Félicien, où le créneau, c'est entièrement la Boréalie, les régions froides du globe. Puis vers 2007, on va accueillir des animaux exotiques des régions froides. Donc, exemple, les macaques japonais, pour ajouter un peu plus de ludicité sur le site. Et en 2015, là, on fait des immenses travaux de rénovation au zoo, où on va vraiment comme tout rajeunir, tout mettre super beau le zoo, encore, comment je peux dire, encore plus créatif, mais on va aussi transférer des animaux d'habitat. Donc, exemple, les ours blancs, ils ont été transférés vraiment vers le côté est complètement du zoo pour avoir un plus gros habitat pour eux. Quels soins vos animaux demandent-ils? Les soins, c'est vraiment les soins du quotidien. Donc, exemple, ils doivent se faire nourrir 2 à 3 fois par jour selon l'espèce. C'est tout ramasser les excréments, c'est aussi niaiseux que ça, mais aussi de l'enrichissement. Donc, l'enrichissement, c'est d'apporter, exemple, plus de branches, plus de feuillage, pour les inciter à un peu plus sortir d'un emplacement qui est comme plus restreint. Puis tout ce qui est habitat de nuit, donc les quartiers secondaires. Donc, nous, on les a aménagés pour qu'ils soient sécuritaires et aussi qu'il y ait un espace convivial pour dormir la nuit. Donc, nos animaux sont habitués que quand, vers comme 6 h, 7 h, quand le zoo commence à être fermé, ils vont se diriger vers leur quartier de nuit, parce que c'est vraiment adapté selon leurs besoins. Parlez-nous de certains événements que vous avez eus durant l'année au zoo. Là, c'était le fun parce que cette année, on a vraiment un nouveau créneau événementiel. Donc là, on a décidé d'apporter des événements plus thématisés avec les animaux. Donc, exemple, là, on a eu le Splash, qui était un événement de kayak en rivière. Donc, c'était justement ici avec les chutes. Donc, on venait apporter des kayakistes professionnels qui sont venus descendre la rivière au Saumon, qui est un des vestiges du site, parce que c'est une rivière naturelle qui descend dans le site du zoo sauvage. On a aussi le Hors-Fest du zoo sauvage, où il y avait 12 artistes peintres animaliers qui venaient peindre en direct sur le site. Donc, c'était un peu, on démocratisait le symposium pour que les artistes puissent parler avec les gens qui venaient visiter le zoo, puis ils peignaient vraiment l'animal qui était devant eux. Donc, si tu étais au petit panda, tu peignais un petit panda. Puis, en alternance, il y avait aussi, en simultané, pardon, il y avait aussi une exposition durant 2 jours des artistes, donc leur toile, mais c'était vraiment centré sur l'animal. Et on a fait un encan pour la fondation du zoo. Et là, on va avoir le 30 août la course boréale, qui est une course de 3 et 5 km dans les sentiers pédestres du zoo. C'est un événement à bénéfice pour la fondation. Puis on a aussi la fin de semaine prochaine, la mi-août. Donc, c'est le 15, 16 et 17 août. Donc, c'est un événement pour les détenteurs de passeport. Le but pour nous, cet événement-là, c'est vraiment que les gens locaux, régionaux, soient contents de revenir au zoo à chaque fois. Donc, ils ne viennent pas juste une fois dans leur vie, qu'ils puissent revenir vraiment en récurrence, exemple 2-3 fois par année, pour qu'il y ait une raison supplémentaire de venir. Quel est votre rôle au zoo? Mon rôle au zoo, d'abord, c'est la création événementielle. Donc, c'est d'apporter ce nouveau créneau-là à l'aide de ma collègue qui est aux communications marketing. Donc, c'est de démocratiser un peu ce que le zoo fait depuis plusieurs années puis apporter de la nouveauté autour des animaux. Ensuite de ça, au niveau du service client, c'est tout ce qui est l'amélioration du parcours client en tout temps. Donc, s'assurer que le client, de A à Z, ait une expérience exemplaire et qu'il souhaite vraiment revenir. Puis c'est autant les boutiques souvenirs, le restaurant, le cinéma du zoo et sans oublier l'accueil quand vous arrivez. Donc, juste quand vous arrivez, vous avez l'impression d'être rentré dans un monde boréal puis que vous êtes vraiment surstimulé puis que vous avez hâte de commencer votre visite. Est-ce qu'il y a des projets futurs déjà prévus pour le zoo? Bien sûr. C'est sûr que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais dans les 3 prochaines années, on a des rénovations de certains secteurs pour les rendre encore plus ludiques pour les familles. Donc, on va beaucoup travailler sur notre petite ferme, sur nos jeux d'eau, et on a aussi 2-3 animaux vedettes qui vont s'en venir au zoo. Je ne peux malheureusement pas en parler, mais c'est qu'on doit aménager certains habitats pour qu'on ait, exemple, un animal vedette qui s'en aide dans la Mongolie, ou un peu des modifications sur des animaux qu'on avait il y a plusieurs années et qu'on souhaite ramener ici. Mais je t'en dis pas plus.
ici, on est dans le train boréal du Zoo sauvage de Saint-Félicien, donc dans la gare du Parc des Sentiers de la Nature, qui, comme je l'ai dit, c'est la renommée du zoo. Les gens viennent ici pour ça. Donc, comme vous voyez, ici, les gens, ils rentrent vraiment comme dans un train. Donc, un peu comme dans l'ancien temps, où ils vont être aux guérites et ensuite, ils vont rentrer dans le train qui est grillagé. Donc, le train est grillagé expressément à cause de la thématique où les animaux sont en liberté et les humains sont en cage. Et on ne peut pas sortir nos bras, nourrir les animaux parce que ça va diminuer tout ce qui est leur enrichissement puis leur bien-être animalier. Les gens, ils s'apprêtent à faire un 7 km de sentier. Donc, ça va être autant centré sur les animaux de la Boréalie, donc vraiment du nord du Canada, mais aussi sur l'aspect patrimonial. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des reconstitutions historiques partout à travers le sentier pour vraiment recréer l'histoire du Québec et du Canada. Donc, il y a une bande audio qui se fait en même temps et on a une conductrice ou un conducteur de train qui va expliquer les animaux dans le sentier, comment est-ce qu'ils vont vivre en semi-liberté au Zoo sauvage de Saint-Félicien. C'est 96 passagers qui peuvent embarquer en même temps. Dans les grosses journées, on peut aller, je pense, jusqu'à 8 trains en alternance, puis ils partent comme à chaque 10-15 minutes. Là, on commence à diminuer un peu, donc c'est environ, je vous dirais, 6-7 trains qui doivent passer dans la journée ou un peu dans les environs de ça. Oui, donc bonjour, je m'appelle Élise Hudon-Thibault. Je suis directrice des collections et du patrimoine au village historique de Val-Jalbert. Résumez-nous ce qu'est le village de Val-Jalbert. Bien, en fait, Val-Jalbert, à la base, c'est un village qui a été fondé en 1901 par un entrepreneur qui s'appelait Damas Jalbert. Lui, quand il a vu ce lieu-là, quand il a vu la réserve forestière, la rivière, la chute, il s'est dit que c'était vraiment l'endroit idéal pour fonder une industrie de pâte et papier. Donc, c'est ça qu'on faisait à Val-Jalbert en 1901. À partir de 1901, c'est de la pâte de bois. Principalement, c'est de l'eau et du bois qui étaient mélangés ensemble. Une fois que ça s'était fait, on l'envoyait par train, par bateau, dans d'autres usines aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui, eux, faisaient du papier avec ça. Donc ça, c'est vraiment la prémisse, le début de l'histoire. Le village va s'agrandir, plus le moulin va produire, mais malheureusement, ça va fermer en 1927. Donc l'histoire de Val-Jalbert, c'est quand même assez court quand on y pense. C'est de 1901 à 1927. Mais la particularité de Val-Jalbert, c'est que tout appartenait à la compagnie. Donc tous les bâtiments du village, ben c'était vraiment les gens, ils louaient pour résider ici. Donc, quand le moulin va fermer en 27, mais les gens ne pouvaient pas revendre leur maison. Puis, comme il y avait juste une grosse entreprise qui était le moulin, mais il n'y avait aucune autre source d'argent. Donc là, les gens vont quitter progressivement puis vont laisser le village à l'abandon pendant des années. Même ça va acquérir la réputation de village fantôme. Et dans les années 60-70, ben là, les gens du coin vont se dire, qu'est-ce qu'on fait avec cet endroit-là? On a un village on entend parler dans les médias parfois qu'il y a un village fantôme au Québec. Est-ce qu'il y aura un potentiel? Donc là, c'est là que peu à peu, on va réouvrir le village. C'est le gouvernement qui va décider de réouvrir le village, d'en faire un site touristique, d'en faire un site où les gens peuvent venir se promener. Et là, à partir des années 70-80, on restaure des bâtiments puis on va développer plein d'activités aussi pour donner ce qui est aujourd'hui le village historique de Val-Jalbert. Dites-nous quel genre d'activité on peut faire chez vous. Je dirais que c'est très large, l'offre du village historique. Le classique, c'est vraiment la visite du village en soi. Il y a plein d'activités qui sont proposées. On a de l'animation théâtrale, on a de la visite de bâtiments, on a un téléphérique, on peut se promener en trolleybus, on a un belvédère de verre, un spectacle immersif. Donc, il y a vraiment plusieurs activités. Les gens peuvent vraiment passer un bon moment sur le site s'ils le désirent. Mais en plus de la visite du village, on a développé toute une autre offre autour. Donc, on a même un camping. On a de l'hébergement. Les gens peuvent dormir dans des maisons d'époque du village s'ils le souhaitent. On a un restaurant aussi. Donc, c'est vraiment une offre là, assez complète. Si les gens veulent passer une journée ici, il n'y a pas de problème. Ils vont trouver des activités à faire, c'est certain. Résumez-nous brièvement l'historique du village.
Bien, c'est ça. Donc, comme je te disais un petit peu, c'est vraiment un village qu'on peut dire que les années, là, que c'est 1901 à 1927, c'est vraiment ces années-là où il a été en fonction. Le plus haut nombre d'habitants qu'il va y avoir, c'est 950 habitants. Donc, c'était quand même un bon village pour l'époque. Puis, c'était reconnu comme étant un village très moderne aussi. Donc, c'était vraiment la compagnie qui était propriétaire de tout ici. Puis, eux, pour garder des bons ouvriers, se sont dit, faut leur offrir tout le confort moderne. Fait qu'à Val-Jalbert, en région, à l'époque, chaque habitant avait l'électricité, l'eau courante, les égouts. Il y avait des bonnes fontaines. Donc, c'était vraiment un grand luxe de vivre à Val-Jalbert. Et même, les salaires étaient 2 fois plus élevés que pour un travail identique, mais dans un autre moulin. Fait que c'était vraiment une chance de pouvoir vivre ici. Fait que c'est pour ça que quand tout va fermer en 1927, ça a été vraiment vécu comme un petit drame dans la communauté. Puis qu'après ça, bien, quand tout est abandonné, ils vont mettre une barrière, un gardien, puis les gens ne peuvent plus rentrer ici. Jusque dans les années 60, comme je te mentionnais, où là, on va réouvrir peu à peu le village puis en faire un site touristique. Est-ce que le village est ouvert à l'année? Le village, c'est sûr que principalement la saison, nous qu'on appelle notre grande saison, la saison estivale, c'est de mai à octobre. Donc, fin mi-mai à la mi-octobre. Mais le village reste ouvert. Donc là, toutes les activités que je t'ai mentionnées sont proposées. Mais quand même, après ça, le village reste ouvert à la marche. Donc, les gens qui veulent venir se promener dans le village, ça, il n'y a pas de problème durant l'hiver, par exemple. Et même durant l'hiver, on fait un partenariat avec un club plein air de la région. Et là, eux vont exploiter sur le site des pistes de raquettes et des pistes de ski de fond. Donc, on peut même profiter du village pendant cette période-là. Est-ce qu'il y a des activités autant pour les enfants que pour les adultes? Oui, je pense que Val-Jalbert, ce qui est super, là, c'est qu'on a des activités qui sont très grand public. Par exemple, l'animation théâtrale, bien, il y a des gens, ça va toucher tous les publics. On peut penser, par exemple, tout à l'heure, vous allez sûrement avoir la chance d'aller dans une classe-école où on donne la classe. Il y a la sœur qui est là avec une étudiante. Puis ça, pour les enfants, c'est super apprécié. Puis ils ont vraiment un petit coup d'œil sur ce à quoi ça pouvait ressembler l'école en 1920 dans un couvent quand c'était donné par une sœur. Fait que ça, pour les enfants, c'est vraiment super apprécié. Puis on a d'autres activités comme un spectacle immersif aussi que c'est 360 degrés, multisensoriel. Donc, à un moment donné, il y a de la neige qui tombe. Fait que ça aussi, pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très, très, très impressionnant. Puis, tu sais, je te dirais que le clou du spectacle, là, tout le monde qui vient à Val-Jalbert, la chose dont il se rappelle, c'est la chute que vous allez voir tout à l'heure aussi. Puis, tu sais, ça, je pense, n'importe quel âge, peu importe l'âge que tu as, ça reste quand même quelque chose de super impressionnant à voir aussi. Fait que pour tous les goûts et tous les âges. Quel est votre rôle au village de Val-Jalbert? Moi, je suis directrice des collections du patrimoine. Donc, ça veut dire que Val-Jalbert, tout ce qui est de la mise en valeur, tout ce qui est dispositif d'interprétation, tout ça est à ma charge. Puis aussi le côté conservation. Parce que vous allez visiter le village, vous allez voir qu'on a beaucoup de bâtiments. Il y en a qui sont en moins bon état, il y en a qui sont en meilleur état. Fait que moi, je m'occupe de tout ça aussi, de s'assurer qu'on fasse la conservation des bâtiments, puis de tout ce patrimoine, puis de toute cette histoire-là pour le futur. Là. Je ne suis pas toute seule. Il y a des employés par exemple, on a un responsable de l'animation théâtrale, on a un responsable de trolleybus, mais c'est moi qui chapeaute tout cet aspect-là. Est-ce que vous avez des projets futurs pour le village de Val-Jalbert? Oui, on a des projets futurs. Puis tu me parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a des activités pour les enfants? Puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer davantage pour le futur. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants particulièrement, ils aimaient beaucoup les trains, l'aspect des wagons de train et tout ça. Puis, on a vu une opportunité là, de vraiment reconstruire des wagons de train. Fait que ça, c'est un gros projet sur lequel on travaille. Et l'intérieur des wagons de train, j'en dirai pas trop, je vais me garder un peu de... Mais l'intérieur des wagons de train, ça va être comme un immense parc avec du numérique, avec de sensations qui va être complètement dédié pour les enfants, avec des passages secrets. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle nouveauté qui va avoir lieu l'année prochaine, dédié seulement pour les enfants. Donc, les maisons qui sont derrière moi, en fait, ce sont d'anciennes maisons d'ouvriers. On voit qu'il y avait pour chaque maison 2 portes. Donc, une famille habitait de chaque côté avec en moyenne 6 à 10 enfants. Fait qu'on peut penser que quand même, c'était très serré. Aujourd'hui, les maisons blanches et vertes comme ça que vous voyez, bien, on les a reconstituées en chambres d'hôtel. Donc, les gens peuvent venir dormir à Val-Jalbert. On a 24 chambres d'hôtel comme ça. Ici, ça, juste ici, c'est le magasin général. Puis, tu sais, il faut dire que tous nos bâtiments, c'est pas des reconstructions, c'est pas des bâtiments d'ailleurs qu'on a amenés ici. C'est vraiment restauré tel que tel. C'est vraiment comme c'était à l'époque. Ça, ici, c'était le magasin général. Encore aujourd'hui, ça a une fonction de magasin. C'est notre boutique souvenir. Puis, c'est aussi là qu'on peut aller s'acheter des rafraîchissements. Et au 2e et 3e étage, c'était un hôtel à l'époque. Puis, c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore un autre endroit où les gens peuvent louer des chambres pour dormir à Val-Jalbert. De ce côté-là, on a la boucherie.
La boucherie, c'est un mélange entre reconstitution puis une exposition d'époque, mais les gens peuvent rentrer aussi. Puis la plupart des bâtiments avec des portes ouvertes, en fait, c'est que les gens peuvent rentrer puis il y a une exposition, une reconstitution d'intérieur, il y a une activité à faire. Le couvent-école est probablement un des plus impressionnants aussi que vous allez voir tout à l'heure. Le couvent et le moulin, particulièrement. Bonjour, je suis Réal Gagnon, je suis coordonnateur des navettes maritimes du fjord au Saguenay. Résumez-nous ce que sont les croisières de la Marjolaine. D'accord? Donc, les croisières qui s'effectuent sur la Marjolaine sont un trajet qui aborde la première partie du fjord du Saguenay. Donc, on part du port de Bagotville ou de l'Abbé, et puis on se rend jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord, en passant par le Cap à l'ouest, Cap à l'est. On a plusieurs attraits à montrer jusque-là. Et même de la faune. Dis-nous quel genre de croisière peut-on faire ici? Donc, il y a différentes croisières qu'on peut faire avec 3 navires qu'on a. Celle qu'on a choisie aujourd'hui pour faire notre reportage, c'est notre bateau le plus âgé. C'est un bateau emblématique là, qui navigue depuis 1904. Donc, cette croisière-là qu'on a adoptée, qu'on a choisie après-midi pour notre reportage, elle fait le trajet l'Abbé-Sainte-Rose-du-Nord. On en fait 2 croisières par jour, le matin et l'après-midi. Puis nos autres navires nous permettent d'explorer d'autres coins du fjord, en passant à Cap-Jaseux, en Saint-Jean, Sainte-Rose-du-Nord et même jusqu'à Tadoussac. Dans le pire des cas, on part à 8h30 le matin et on revient seulement à 6h le soir. Mais il y a moyen de prendre juste des sections de croisière et qui sont plus courtes, qui sont moins longues. Résumez-nous brièvement l'historique de cette entreprise. Les navettes maritimes du fjord ont été mises sur pied en 1972 par un groupe de Chicoutimi qui voulait continuer le service de croisière sur le Saguenay qui avait été abandonné par la Canada Steamship Lines. Et puis, ils ont à ce moment-là acheté une goélette qu'ils ont transformée pour faire des croisières. C'est un bateau qui s'appelait le Marjolaine, qui a opéré seulement en 72 et 73. Suite à ça, ils ont racheté ce bateau-là, qui a subi plusieurs transformations depuis. C'était le Mauriceburg à l'époque. Et puis, entre-temps, il s'est été renommé le Marjolaine 2 et aujourd'hui le Marjolaine. Qu'est-ce que l'on peut faire au fil de la croisière? On a un service de bar. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un guide qui fait la croisière avec nous autres au complet et qui nous donne un aperçu, qui nous donne des informations techniques sur cette vallée glaciaire et sur les différentes localités, les différents hameaux qu'on passe en avant, qu'on peut visiter. Est-ce qu'il y a des projets futurs déjà prévus pour la croisière de la Marjolaine? À chaque année, on revisite nos trajets pour les rendre plus attrayants pour la clientèle, être plus adaptés au goût du jour. Et on suit les commentaires qu'on a eus l'année d'avant. Donc, c'est en perpétuelle évolution. On s'organise pour que nos croisières soient à la page. Est-ce qu'on peut voir des baleines au fil de notre trajet? À bord d'un autre bateau qui, lui, descend plus bas vers l'estuaire, on se rend même à Tadoussac. Oui, il y a des baleines qui peuvent être observées. Sinon, dans le fjord du Saguenay, il y a généralement des bancs de belugas
qui sont observables principalement dans la baie Sainte-Marguerite. Donc, des fois, ils vont un petit peu en amont, un petit peu en aval. Donc, nos bateaux peuvent les rencontrer, oui. Quelle profondeur on a ici? Le Saguenay a différentes profondeurs. Il y a des portions en peu profond, comme à Chicoutimi. D'ailleurs, Chicoutimi qui veut dire jusqu'où l'eau est profonde. Mais autrement, sur le fjord, il y a une règle assez classique qui dit qu'il y a aussi autant profond que les montagnes sont hautes. Alors ici, on est dans les alentours de 300-400 pieds d'eau. Bientôt, à l'intérieur du bras de Chicoutimi, juste devant le quai de Grand-Anse, il y a jusqu'à 500 pieds d'eau. Et plus envers la statue du Quatre-Trinités, c'est là que les caps sont les plus hauts. Et puis, on a jusqu'à 900 pieds de profond devant la statue du Quatre-Trinités. Ça a intéressé, entre autres, le commandant Cousteau, dans les années, je pense, 80, qui est venu avec, je pense qu'il s'appelait le Calypso, je pense, son bateau. Donc, il était venu faire une exploration ici.